Première partie du cours sur la conscience et l'inconscient. Évidemment, quand je parle, je suis le seul à parler. Grand 1. Roderick, vous voulez faire un petit tour dehors? Ça m'avait échappé. Grand 1. La conscience, fait premier et fondamental. Grand A, problème. Le moi introuvable. Le moi introuvable. Alors, l'une des difficultés qu'on avait soulevées dans l'introduction était de savoir ce qui permettait de caractériser l'identité personnelle. Nous avions formulé à partir d'Aristote l'hypothèse selon laquelle ce qui caractérisait l'identité personnelle, c'était une substance. Une substance Qu'est-ce qu'une substance pour Aristote? Une substance, c'est ce qui existe par lui-même et ce qui est connu par lui-même. Et en ce sens, la substance se distingue de l'accident, ou plutôt des accidents, c'est-à-dire de toutes les propriétés inhérentes à la substance. Je m'explique. La substance de Dumont, c'est moi. C'est moi. Et moi je suis doté d'un certain nombre de propriétés. J'ai une taille, j'ai un âge, j'ai des souvenirs, j'ai un certain nombre de cheveux, j'ai un certain nombre de cellules dans mon corps, j'ai une mère, j'ai un frère, etc. etc. Tout ça, c'est accidentel. C'est-à-dire que cela se rapporte à moi. Toutes ces propriétés-là me caractérisent, si vous voulez, mais à titre d'accident. C'est moi qui suis le sujet de ces attributs, et on pourrait dire que je suis la substance de ces accidents, dans le langage d'Aristote. Très bien. Mais la question, c'est de savoir ce que je suis moi sans ces accidents. Qu'est-ce qui permet de me définir substantiellement sans en passer par la caractérisation infinie probablement de ces accidents. Qu'est-ce que je suis si je n'ai pas mon âge? Qu'est-ce que je suis si je n'ai pas mes opinions, mes croyances? Qu'est-ce que je suis si je n'ai pas mes souvenirs? Qu'est-ce que je suis si tout ce qui va caractériser mon identité personnelle est fictif ou trop changeant pour m'identifier? Quelqu'un a vu Blade Runner? Okay. Bon, c'est la question, par exemple, de l'implant de souvenir. Si on parvenait, par des moyens technologiques, à implanter des souvenirs qui appartiennent à quelqu'un d'autre, okay, qu'en serait-il de mon identité? C'est aussi la question que pose Born, hein, la série des films La mémoire dans la peau, Born Supremacy, enfin je connais les titres en anglais, je ne les connais pas tous en français. Born Identity, c'est l'histoire d'un type qui se réveille sans aucun souvenir de ce qu'il est, simplement il sait courir le 100 mètres en 10 secondes, il sait faire tout un tas de nœuds avec des cordes, il sait démonter une arme et la remonter les yeux fermés. Il sait comment sortir d'un bâtiment si jamais il se fait courser. Mais finalement, tout cela ne dit pas
ce qu'il est, parce qu'il il lui manque quelque chose de substantiel. Et donc la question qui se pose est de savoir ce que c'est que le moi, ce que c'est que le moi, en dehors de tous les accidents qui le caractérisent. Autrement dit, la question est de savoir qui je suis indépendamment de ce que je suis. Qui suis-je si je ne suis pas ceci, cela, 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 etc. Qu'est-ce que le moi? C'est la question que pose Blaise Pascal dans Les Pensées. Les Pensées, c'est un recueil de fragments de textes. Pascal voulait écrire plusieurs livres et à chaque fois qu'il avait une idée, il l'inscrivait sur des liasses de feuilles. Et à sa mort, on a retrouvé ces liasses dans un désordre certain. Et donc on a publié ça à titre posthume. Donc les Pensées paraissent pour la première fois en 1669 dans plusieurs éditions qui classent les fragments dans différents ordres, selon différents principes. Moi j'utilise l'édition La Fuma, traditionnellement. Il n'y a aucune édition qui vaille davantage qu'une autre. Et c'est le fragment 688 de l'édition La Fuma. Donc, Blaise Pascal, Pensée, La Fuma 688. Qu'est-ce que le moi? Donc je lis le texte. Qu'est-ce que le moi? Et je le mettrai, quand je posterai la vidéo, je le mettrai dans la section description de la vidéo. Qu'est-ce que le moi? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on, moi? Non. Car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement et quelques qualités qui y fussent? Cela ne se peut, et ce serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices. Aujourd'hui, que nous sommes barbares, nous dirions, ne nous moquons plus de Donald Trump qui se fait adorer pour son compte en banque. Car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. On n'aime personne que pour des qualités empruntées. Alors, que nous dit Pascal dans ce texte qui sent bon la déprime? Qu'est-ce que le moi? Se demande Pascal. Et pour aller très vite, pour vous donner directement la thèse de Pascal, c'est que je ne suis personne. Je ne suis personne. Et comment Pascal parvient-il à cette thèse qui semble en réalité contradictoire, puisque je est un pronom personnel? Comment Pascal parvient-il à cette thèse qui semble absurde? Il en passe par l'expérience de l'amour. Pourquoi pourrait-on m'aimer? Moi. Moi, moi, moi. Pourquoi pourrait-on m'aimer? Si je suis beau, pour ma beauté. Si j'ai du jugement, pour mon intelligence.
si j'ai des vertus pour mon courage, pour mon honneur, etc., etc. Si, enfin, c'est pour ma position sociale, mon influence, ma richesse, alors ce sera strictement la même situation. Et quelle est cette situation, dit Pascal? Pascal dit on n'aime jamais personne, mais toujours des qualités. On n'aime jamais une personne, on aime toujours les qualités d'une personne. Or, ces qualités, dit Pascal, je peux les perdre sans me perdre moi-même. Je resterai la même personne sans avoir aucune des qualités ou des défauts que j'avais jadis. Autrement dit, quand on se demande véritablement ce que c'est que le moi, Pascal répond, le moi est une substance purement abstraite. Le moi n'est littéralement rien. Le moi n'est littéralement personne. On pourrait dire que c'est le crochet d'un porte-manteau auquel on accroche différentes qualités, différentes propriétés. Mais précisément, aucune de ces qualités ne constitue en propre le moi, si bien que le moi est introuvable. D'où la critique, on va dire conservatrice, que Pascal fait souvent, avec beaucoup d'ironie. Il dit on a tort de se moquer des puissants qui veulent être aimés pour leur puissance, on a tort de se moquer des riches qui veulent se faire aimer pour leur richesse. Ils ne sont pas plus ridicules que les gens qui veulent se faire aimer pour leur beauté, pour leur intelligence ou pour leur honnêteté. Tout cela, on peut le perdre. Et on le perd beaucoup plus facilement qu'on ne le croit. Et donc, pour revenir au problème, dit Pascal, une connaissance de soi est absolument impossible pour une raison simple, c'est que nous ne connaissons que des choses, nous ne connaissons que des objets. Et le moi n'est rien. Si ce n'est une abstraction. Qui nous sert à poser notre identité. Ouais. Ce qui vous arrange. N'hésitez pas à vous en exclure volontairement, mais de 15 à 16, moi ça me va très bien. Ça me va très bien. Ça sera en E239, normalement la salle est libre
Oui, normalement, la salle est libre de 15 à 16. Que dis-je? Que disais-je? Oui, après avoir été grossièrement interrompu, pour des raisons fondamentales, ça je dois bien le dire. Euh, alors, grand B, le moi accusé. Le moi accusé. Identité personnelle et responsabilité. Identité personnelle et responsabilité. Alors, nous allons revenir à la conception qu'Aristote se fait de la substance et du sujet pour éclairer ce que dit Pascal et éventuellement le critiquer. Première objection qu'on peut faire à Pascal, c'est que il semble délicat, pour ne pas dire abusif, de dire que tous les accidents se valent dans la constitution d'une personne et d'une personnalité. À l'évidence, certains accidents, certaines qualités sont davantage constitutives de ce que nous sommes que d'autres. Et on peut prendre comme contre-exemple la maladie d'Alzheimer, où l'on voit bien que certaines propriétés du sujet, lorsqu'elles s'altèrent, modifient la personnalité, alors que d'autres non. Si je perds un doigt, c'est pas tout à fait la même chose que si je perds 25 ans, 30 ans, 40 ans de souvenirs. Alors, on se rend compte que ce que nous appelons le moi et par la suite l'identité personnelle est profondément lié à deux questions et deux critères. Premièrement, le critère du caractère habituel. Deuxièmement,
le problème de la responsabilité individuelle. Alors, on va lire plusieurs passages de l'éthique à Nicomaque qui permettent d'illustrer ce point. Et vous allez voir qu'en réalité, ces deux critères sont profondément liés. Pour Aristote, je reviens sur une des dimensions du cours sur la culture. Pour Aristote, la nature humaine doit se penser selon deux modalités. Premièrement, la nature humaine est un ensemble de potentialités. Aristote parle de dynamis pour parler de puissance. Et donc ce que nous sommes en tant que nature, c'est un ensemble de puissance, de potentialité. Mais l'autre dimension de la nature, c'est la nécessité. C'est la borne qui délimite en fait notre potentialité, la nature. Donc on pourrait dire, en synthétisant, que la nature, c'est la limite, c'est la borne d'un ensemble de potentialités. Alors, je vous lis un texte qui est tiré du chapitre 1, c'est-à-dire c'est le début du texte, du chapitre 1 du livre 2 de l'éthique à Nicomaque. Oui. Ce n'est pas dans le corpus. Ce sont des éléments que je rajoute. Alors. Excusez-moi, je retrouve le texte. Ok. Voilà. Hop. Aucune des vertus morales ne naît naturellement en nous. Je crois que c'était un texte que je vous avais donné dans le cadre du cours sur la culture. Aucune des vertus morales ne naît naturellement en nous. En effet, rien ne peut modifier l'habitude donnée par la nature. Par exemple, la pierre qu'entraîne la pesanteur ne peut contracter l'habitude contraire, même si, un nombre incalculable de fois, on la jette en l'air. Le feu monte et ne saurait descendre, et il en va de même pour tous les corps qui ne peuvent modifier leur habitude originelle. Ce n'est donc ni par un effet de la nature, ni contrairement à la nature, que les vertus naissent en nous. Nous sommes naturellement prédisposés à les acquérir, à condition de les perfectionner par l'habitude. De plus, pour tout ce qui nous est donné par la nature, nous n'obtenons d'elle que des dispositions, des possibilités. C'est à nous ensuite de les faire passer à l'acte. Cela est visible en ce qui concerne les sens, car ce n'est pas par de fréquentes sensations de la vue et de l'ouïe que nous avons acquis ces deux sens. Bien au contraire, nous les possédions déjà et nous les avons employés. Ce n'est pas l'usage qui nous les a donnés. Quant aux vertus, nous les acquérons d'abord par l'exercice, comme il arrive également dans les arts et les métiers. Par exemple, c'est en bâtissant que l'on devient architecte, en jouant de la cithare que l'on devient citharelle. Alors, que nous dit Aristote? Aristote nous dit
que rien de ce que nous sommes ne peut être contraire à notre nature. Rien de ce que nous sommes ne peut être contraire à notre nature, puisque rien ne peut nous donner, nous faire contracter une habitude contraire à la nature. L'exemple que donne Aristote, c'est celui de la pierre qu'on peut balancer 500 fois en l'air, la 501e fois, bizarrement, elle ne sera toujours pas volée. Okay. Rien ne peut modifier notre nature au point de nous faire acquérir une tendance contraire à notre nature. Il en va de la pierre comme il en va de l'être humain. Donc tout ce que nous sommes est, d'une certaine manière, en un certain sens, vice comme vertu, conforme à notre nature. Autrement dit, la méchanceté comme la bonté sont inscrits en nous à titre de puissance, à titre de potentialité. Mais qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes réellement? Aristote va dire, ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est l'habitude. C'est l'habitude déterminée. Il y a tout un pan de nous qui est biologique, on l'avait vu dans le cadre du cours sur la culture, par exemple, tout ce qui est ressorti au sens, on ne l'acquiert pas par habitude. Autrement dit, c'est pas en s'habituant à ouvrir les yeux que nous apprenons à voir et que nous voyons de mieux en mieux. En revanche, hein, si je joue au tennis 5 heures par semaine et qu'en plus je joue bien au tennis, c'est-à-dire que je contracte de bonnes habitudes, eh bien, je deviens bon au tennis. Je deviens un bon joueur. Et il en va de même pour les vertus morales, comme pour, on va dire, les compétences sportives, techniques, etc., professionnelles, etc., etc. C'est par l'exercice qu'on devient bon ou mauvais. C'est en ayant l'habitude de ne pas tenir notre parole que nous devenons des lâches et des menteurs. C'est en ayant l'habitude de tenir notre parole que nous devenons des gens vertueux et honnêtes. C'est en construisant des ponts qui se cassent systématiquement la figure que nous devenons de mauvais architectes. Évidemment, je ne vise pas particulièrement Jean Nouvel. C'est en construisant des ponts qui tiennent la route, c'est le cas de le dire, que nous devenons de bons architectes. Autrement dit, l'habitude, dit Aristote, dans un texte qui n'est pas un texte qu'on étudie souvent en philosophie, et on a tort, dans un texte qui s'intitule Les petits traités d'histoire naturelle d'Aristote, la nature forme en nous, alors c'est une formule qui va avoir énormément de succès, l'habitude forme en nous comme une seconde nature. Comme une seconde nature. C'est-à-dire que l'habitude va constituer en nous des caractères qui sont de plus en plus déterminés. Autrement dit, qui vont agir sur nous comme une tendance. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée en montagne, mais qu'est-ce que c'est qu'un sentier? Un sentier, c'est simplement une trajectoire que les gens empruntent de plus en plus fréquemment. Le sentier n'existe pas en lui-même, c'est parce que des gens empruntent cette trajectoire par habitude que finit par se former un sentier. C'est exactement la même chose pour un vice ou une vertu. À force de pratiquer la vertu, nous devenons vertueux, c'est-à-dire que se forme en nous un sentier, un chemin qui va former une tendance.
J'ai des élèves, si vous voulez, qui me disent, mais monsieur, vous inquiétez pas, le bac, alors qu'ils n'ont rien foutu de l'année, le bac, je vais le réviser en 2 semaines, et ça se passera très bien. Alors oui, hein, quand on a un ministre de l'Éducation nationale comme Blanquer, ça va se passer très bien, parce que là, ça ne sera pas la pochette surprise. Je ne sais pas si vous avez vu les annonces. Ça sera la super pochette surprise, hein. Vous aurez le droit au baccalauréat version vraiment 30 millions d'amis, ou je sais pas moi, enfin c'est hallucinant. Euh, il y aura peut-être une petite rébellion de la part des professeurs. En tout cas, je le souhaite. Euh, en philo. Le fait est que pour réussir certaines épreuves, en fait, il faut une certaine habitude de travail. Euh, un, un caractère qui fait que vous êtes apte à l'effort ou pas. Et ce caractère se forge. Vous ne pouvez pas décider de ne plus être paresseux. Il faut faire un effort pour ne plus l'être. Ça ne se décide pas. Autrement dit, il faut s'imposer de nouvelles habitudes. C'est dur, c'est pénible, mais ce n'est qu'à ce prix qu'on peut changer de caractère, et ça ne se décrète pas du jour au lendemain, et en réalité, plus une habitude est installée en nous, plus il est difficile de la modifier. Il y a ce qu'on pourrait appeler un principe d'inertie dans la nature humaine qui fait qu'on ne peut pas décider, contrairement à cette idée barbare, on ne peut pas décider de se réinventer tous les jours. D'où la fin du texte d'Aristote dans le livre 2 de l'Éthique à Nicomaque. La façon dont on est élevé dès l'enfance n'a pas dans ces conditions une mince importance. Que dis-je? Cette importance est extrême, elle est tout à fait essentielle. Elle est tout à fait essentielle. Que nous dit donc Aristote? Aristote nous dit que l'habitude que nous contractons finit par former en nous comme une seconde nature, c'est-à-dire comme une tendance spontanée, qui nous pousse, qui nous détermine d'une manière de plus en plus forte, qui pèse sur notre volonté d'une manière de plus en plus forte. Or, si c'est le cas, la question qui se pose est celle de la responsabilité de notre acte, de notre liberté face aux habitudes que nous avons contractées. Je vais vous donner un exemple très précis, parce que bon, dans ce domaine-là, les juges français s'illustrent en ce moment. Si un ivrogne qui a pris l'habitude de boire tue accidentellement quelqu'un un soir de beuverie, est-il plus responsable ou moins responsable qu'un homme qui va tuer accidentellement, mais lucidement, d'une certaine manière, quelqu'un? Est-ce que l'ivrognerie est une circonstance aggravante ou est-ce une situation, une circonstance atténuante? Si on lit d'une certaine manière Aristote, on pourrait se dire que c'est une situation atténuante à double titre. C'est une circonstance atténuante à double titre qui innocenterait presque l'ivrogne. Premièrement, l'ivrogne a l'habitude de boire, donc c'est de plus en plus difficile pour lui de prendre la décision de ne plus boire. Donc plus on a des habitudes, moins on peut être tenu pour responsable de nos actes. C'est pratique. Et deuxième argument qu'on pourrait trouver, mais évidemment à tort chez Aristote, l'ivrogne en plus il n'est même pas lucide au moment où il tue, accidentellement. Il n'est pas présent à lui-même. Donc, double circonstance atténuante, on pourrait dire, l'ivrogne est doublement irresponsable de son acte. Premièrement, il est soumis à une habitude qui détermine de plus en plus sa volonté dans un sens plutôt que dans un autre. Et deuxièmement, il n'était même pas lucide
il n'était même pas lucide au moment de son acte. Alors, c'est précisément sur ce point, la question de la responsabilité individuelle, que nous allons situer notre analyse à présent. Alors, on va lire un texte tiré du chapitre 5 du livre 3 de l'Éthique à Nicomaque. C'est le texte central dans lequel Aristote parle du volontaire. De ce qui relève du volontaire et de ce qui est involontaire. Mais, donc je lis le texte dans son intégralité et je le commente ensuite. Mais, puisque la fin est l'objet de la volonté, et que les moyens d'y atteindre sont celui de la délibération et du choix, il s'ensuit que les actions auxquelles elles donnent lieu sous l'effet d'une détermination réfléchie, et qu'elles sont volontaires, et que les actes de vertu sont dans le même cas. Alors, je m'arrête en fait ici pour vous expliquer. Aristote va distinguer. Il va distinguer deux dimensions du volontaire. On arrête d'envoyer des textos. Deux dimensions du volontaire. Première dimension du volontaire, le souhait de la finalité de l'action. Ce que les traducteurs d'Aristote appellent le souhait rationnel. Et que Aristote désigne en grec par la boulésis, B-O-U-L-E-S-I-S. Donc, nous souhaitons une fin, nous souhaitons un but quand nous agissons, et c'est l'objet de la boulésis. Et pour parvenir à cette fin, nous allons devoir choisir un moyen. Nous allons devoir choisir un moyen au terme d'une délibération, c'est-à-dire d'un calcul. Et la délibération, c'est ce qu'Aristote appelle la proairesis. P-R-O-A-I-R-E-S-I-S. Proairesis, ou la délibération. Ça, c'est peut-être un passage important du cours sur la liberté. Donc on pourrait dire que la fin est l'objet d'un désir rationnel, alors que le moyen est l'objet de la volonté, véritablement, du choix et de la volonté. La thèse d'Aristote va consister à dire que nous ne nous rapportons pas aux moyens comme nous nous rapportons aux fins, c'est-à-dire que certaines fins nous sont dictées par notre nature. Par exemple, nous ne choisissons pas de vouloir être heureux, pour Aristote. Même le type qui fait, ou la typesse qui fait tout pour être malheureux, désire au fond être heureux. Point the. Je vais arrêter l'écriture inclusive, ça ne me va pas du tout. Donc, le souhait de la fin relève plutôt en fait du désir, mais ce désir est quand même conforme à la raison pour Aristote. En revanche, nous choisissons véritablement le moyen d'y parvenir à cette fin. Nous choisissons ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire pour être heureux ou non.
Donc, les actions qui supposent la délibération sont volontaires et les actes de vertu sont dans le même cas. Je poursuis la lecture du texte. La vertu dépend donc de nous et le vice aussi, car dans les cas où il dépend de nous d'agir, nous pouvons aussi ne pas agir. Et quand il dépend de nous de dire oui, il est aussi en notre pouvoir de dire non. En sorte que si nous sommes maîtres de faire ce qui est bien, nous le sommes aussi de ne pas faire ce qui est mal. Or, si nous sommes maîtres de faire ou de ne pas faire les bonnes actions, aussi bien que les mauvaises, c'est-à-dire d'être bons ou méchants, il dépendra donc de nous d'être vils ou estimables. Et le poète qui a dit « Nul n'est méchant à dessein, ni heureux malgré lui », semble avoir dit une chose véritable à quelques égards et fausse sous un certain rapport, car sans doute nul homme n'est heureux malgré lui, mais le vice est volontaire. Ou bien faut-il remettre en question ce que nous venons d'avancer et nier que l'homme est en soi le principe de ses œuvres, et qu'il en soit, s'il le faut ainsi dire, le père, comme il l'est de ses enfants. Que dit Aristote? Aristote dit qu'il dépend de nous d'agir ou de ne pas agir. Nous sommes le principe de nos actions. Et par conséquent, nous sommes libres. À chaque fois que nous agissons, nous sommes libres. Aristote ne dirait pas de nous définir nous-mêmes, mais c'est cette idée-là, en fait. Nous sommes libres de nous définir à chaque fois que nous avons à faire un choix. Nous sommes libres de nous définir par nos choix. Autrement dit, nous sommes ce que nous faisons. Nous sommes ce que nous faisons. Et nous finissons véritablement par être ce que nous avons fait. Aristote va dire nous sommes d'une certaine manière, alors désolé, Aristote est un vieux con patriarcal, nous sommes le père de nous-mêmes parce que nous sommes le père de nos actions. Autrement dit, Aristote va dire les parents sont les principes des enfants, en quelque sorte les principes des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont la cause des enfants. Et ce que Aristote va dire, c'est génial, parce que c'est aussi la définition que les métaphysiciens vont donner de Dieu. Nous sommes la cause de nous-mêmes. Nous sommes en quelque sorte la cause de nous-mêmes. C'est-à-dire que par nos actions, nous devenons ce que nous sommes. Et c'est ça la liberté. Quand les médiévaux, par exemple saint Thomas, vont se demander, en fait c'est Descartes qui va dire causa sui à propos de Dieu, quand les médiévaux vont se demander si Dieu est libre, ils vont penser la liberté de Dieu sur le modèle de la liberté humaine selon Aristote. En fait. Aristote va dire, ouais, l'être humain est en quelque sorte cause de lui-même, parce qu'il se définit par sa liberté. Il se définit par ses choix. Alors, là, ça commence à se compliquer. Ça se complique de manière passionnante, en fait. Mais si tout cela paraît je poursuis la lecture du texte. Si tout cela paraît fondé sur la raison, et s'il nous est impossible de remonter à d'autres principes d'action qu'à ceux qui sont en nous-mêmes, les actes dont les principes sont en nous dépendent eux-mêmes de nous, et par conséquent sont volontaires. Cela même semble confirmé non seulement par le témoignage de tous les hommes pris individuellement, mais aussi par celui des législateurs, car ils châtient
et punissent ceux qui commettent des actions criminelles, toutes les fois qu'elles n'ont pas été l'effet de la contrainte ou d'une ignorance dont ils n'étaient pas cause, au lieu qu'ils honorent les auteurs des actions vertueuses, comme pour exciter les hommes aux unes et les détourner des autres. Or, assurément, personne ne s'avise de nous exciter aux choses qui ne dépendent ni de nous, ni de notre volonté, attendu qu'il ne servirait à rien d'entreprendre de nous persuader de ne pas éprouver les sensations du chaud, du froid ou de la faim, ou quelque autre sentiment de ce genre, puisque nous ne les éprouverions pas moins pour cela. Autrement dit, que dit Aristote? Aristote dit que la preuve que la responsabilité individuelle est fondamentalement liée à la liberté individuelle, c'est qu'aucun législateur ne punit les actions involontaires. Il y a deux types d'actions involontaires pour Aristote. Les actions commises par contrainte. Typiquement, il y a beaucoup de vent sur un pont. Je passe à côté d'une vieille dame et il y a une bourrasque qui m'emporte, si vous voulez, sur la droite. Mon épaule cogne la vieille dame et la vieille dame tombe du pont. Elle meurt. Ok, boomer. Ok, boomeuse du coup. Le juge ne pourra pas me condamner parce que c'était une action littéralement commise par contrainte. Autrement dit, l'action commise par contrainte pour Aristote, c'est strictement le cas où il y a une force extérieure qui me pousse à faire quelque chose. C'est la bousculade, c'est le vent qui m'emporte, c'est, je ne sais pas moi, je pose la main sur une tuile qui se détache sur un toit et la tuile tombe et tue quelqu'un. C'est la tuile, exactement, hein, comme dirait Bénure. C'est la tuile, effectivement. L'autre cas, c'est l'action commise par ignorance. C'est-à-dire que, par exemple, je vais faire quelque chose parce qu'on m'a menti et je n'avais aucun moyen de connaître la vérité, et mon action va avoir des conséquences catastrophiques. Cette action était involontaire. Mais, l'autre situation, enfin c'est pas un grand mais en fait, c'est simplement aussi aucun législateur n'est capable de légiférer sur les sentiments et les sensations. Autrement dit, aucune loi ne peut me blâmer d'avoir froid ou d'avoir chaud, de ressentir tel ou tel sentiment. Parce qu'elle pourrait me l'interdire, je ne la ressentirais pas moins. Cette sensation ou ce sentiment. Là où ça se complique, c'est dans le paragraphe suivant, où ça s'étoffe vraiment. Les législateurs punissent même l'ignorance, quand elle paraît pouvoir, à bon droit, être imputée au coupable. Ainsi, ils imposent quelquefois une double peine au délit commis dans l'ivresse. Car alors la faute en est au délinquant, puisqu'il était le maître de ne pas s'enivrer, et que l'ivresse a été la cause de son ignorance. Ils punissent aussi ceux qui ignorent une chose prescrite par les lois et dont il leur eût été facile de s'instruire. Et pareillement dans d'autres cas, ils punissent toute ignorance qui semble produite par la négligence, attendu qu'il dépendait du coupable de ne pas ignorer, et qu'on est maître de s'appliquer et de s'instruire. Cependant, dira-t-on peut-être, il y a tel homme qui est incapable d'application. Mais c'est lui qui en est la cause. C'est sa vie molle et sa nonchalance qui l'a rendu tel, comme c'est l'habitude de vivre dans la débauche et de commettre des injustices qui fait, en général, les hommes injustes et débauchés, car la fréquente répétition des actes dans chaque genre produit une manière d'être conforme à ces actes. Cela se voit clairement par ceux
qui s'applique à quelque espèce d'action ou à quelque genre d'escrime que ce soit, car il s'y exerce incessamment. C'est donc le comble de la stupidité. Bonjour la Cour de cassation. C'est donc le comble de la stupidité d'ignorer que les habitudes en tout genre résultent de la continuité des actes, et de plus, il est absurde de prétendre qu'on ne veut pas devenir injuste quand on commet des injustices, ou débauché quand on se livre à la débauche. Que nous dit Aristote? Aristote nous dit la chose suivante. Quand on veut la cause, on veut aussi la conséquence. Quand on veut la cause, on veut aussi la conséquence. Autrement dit, lorsqu'on veut s'enivrer, on veut aussi l'ivresse et tout ce qui va avec. Autrement dit, le législateur peut même punir, pour Aristote, le législateur peut même punir un acte que j'ai commis et dont je n'ai pourtant pas conscience. Pourquoi? Parce que ce que je suis s'inscrit, j'en aurais terminé, s'inscrit dans une durée. Une durée qui est celle de la délibération et donc de la construction de soi, choix après choix. On se retrouve donc à 15h.